Bienvenue donc à Nice. Nous sommes installés très précisément sur le cours Saléa, qui est l'un des lieux les plus connus ici dans la ville. Une ville qui compte un peu plus de 350 000 habitants. Et nous allons vous raconter ce soir 3 histoires, 3 faits divers qui se sont déroulés ici. En 2003, Christophe Dalmasso a 34 ans. Il est à la tête d'une fortune estimée à 15 millions d'euros. Et lorsque sa voiture est retrouvée entièrement calcinée dans le quartier des Plaines, à Nice, et que son corps est introuvable, la piste du règlement de compte est la plus plausible. Mais pour la mère de la victime, le ou les coupables ne sont pas ceux que l'on croit. Entre succession, héritage et complot d'assassinat, nous allons vous raconter l'histoire d'une fortune qui a fait des envieux. Je veux savoir où est mon fils. Qu'est-ce que t'as fait de mon fils? Qu'est-ce que t'as fait de mon fils? Je veux savoir ce qu'il est devenu, mon fils. Qui va suivre, vous allez découvrir une histoire hors du commun, dans laquelle millions d'euros, héritage et adoption forment un cocktail mortel. C'est l'histoire de Christophe Dalmasso, un riche homme d'affaires niçois qui du jour au lendemain disparaît sans laisser de traces. Je veux savoir où est mon fils. Qu'est-ce que t'as fait de mon fils? Qu'est-ce que t'as fait de mon fils? Je veux savoir ce qu'il est devenu, mon fils. Nice, au mois de septembre. L'été se prolonge en un automne doux et ensoleillé. La famille Dalmasso vit dans une belle propriété, sur les hauteurs, à quelques kilomètres de là. René et son mari, retraités, attendent l'un de leurs fils, Christophe, un riche homme d'affaires niçois de 34 ans, qui doit passer partager leur repas. Le 1er septembre, Christophe est venu manger à la maison. Mais Christophe avait l'air pressé. Il est parti vers 13h30. Et en partant, il a embrassé son papa, chose qu'il ne faisait jamais, qu'il ne faisait pas d'habitude. Et puis moi, je me suis mis, je le regardais partir. Et il m'a dit « À bientôt, maman. À bientôt. » Et après, à partir de là, je ne l'ai plus vu. On ne l'a plus vu. Avant de s'en aller, Christophe convient avec ses parents qu'il reviendra quelques jours plus tard pour accompagner son père, gravement malade, à l'hôpital. Le 4 septembre, Christophe n'est pas venu. Ça nous a intrigués, mais mon plus jeune fils me dit mais il a dû partir en voyage. Je dis mais c'est quand même drôle qu'il ne nous ait pas avertis. Mais bon, on s'est contenté de ça. Les jours passent, Christophe ne donne toujours pas de nouvelles. Chez les Dalmasso, l'inquiétude grandit. Cette disparition est particulièrement inquiétante à ce moment-là puisque son père est malade et donc il prend des nouvelles de son père tous les jours. Donc les parents vont être très inquiets très rapidement. Le 9 septembre 2009, quelques jours après la disparition de Christophe, son plus jeune frère, Laurent, va par hasard faire une découverte des plus troublantes dans le quartier de la Plaine, à Nice. C'est mon fils Laurent qui a été... quelques jours après, au concessionnaire BMW, chercher une pièce pour une voiture. Et là, au bord du trottoir, il y a une voiture calcinée. Il s'approche, elle était brûlée, mais il restait le numéro de la plaque. Donc là, il dit, mais c'est la voiture à mon frère. D'abord, il s'effondre. Et puis il rentre chez le concessionnaire, il dit, mais depuis quand cette voiture est là? Alors, on lui dit... Les parents de Christophe, au comble de l'inquiétude, vont alors faire une déposition au commissariat pour signaler la disparition de leur fils. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Donc il y a d'abord une ouverture pour disparition inquiétante. Les services de police vont commencer très rapidement à essayer d'auditionner le maximum de témoins, les parents, la famille proche. Et puis petit à petit, la vie de Christophe Dalmasso qui pose des questions, toutes ces questions qui vont être posées vont être autant de pistes. Les enquêteurs sentent qu'ils sont face à une affaire complexe qui va s'avérer difficile à résoudre. Ils n'ont que très peu d'indices, si ce n'est la carcasse de sa voiture de luxe ravagée par le feu. Alors, que s'est-il passé ces derniers jours dans la vie de Christophe
pour qu'il disparaisse ainsi, du jour au lendemain. L'homme d'affaires aurait-il été victime de sa fortune? Christophe Dalmasso, l'homme d'affaires niçois, n'a plus donné signe de vie depuis plus d'une semaine. En l'absence de pistes tangibles, les enquêteurs vont s'intéresser à la vie professionnelle de ce riche entrepreneur. Concessionnaire de voitures de luxe, il semble multiplier les sources de revenus, ce qui intrigue. Donc la police va s'interroger sur savoir s'il n'y aurait pas une piste à ce niveau-là, un client mécontent, un problème avec des voitures. On va avoir des témoins qui vont venir dire qu'il y aurait eu une bagarre. Donc voilà, on va se poser cette question-là. Pourtant, rien dans les affaires de Christophe n'apparaîtra suspect. Mais c'est sa fortune, estimée à plus de 15 millions d'euros, qui va poser question. Une fortune que l'homme a amassée grâce à la générosité d'une mystérieuse donatrice. Christophe Dalmasso a été bénéficiaire d'un héritage très important de la part d'une dame très âgée qui était propriétaire d'un patrimoine immobilier et financier très important en Corse. Une millionnaire octogénaire que Christophe avait rencontrée quelques années plus tôt. Très affaibli, il s'était proposé de prendre en charge, chez lui, la vieille dame. Cette dame était très gentille, très généreuse. Et elle ne voulait pas aller en maison de retraite. Elle disait que la meilleure soit-elle, pourtant elle avait les moyens, elle ne voulait pas, elle voulait l'ambiance familiale. Cette fortune, léguée par la veuve corse, aurait soulevé la colère des proches de la vieille dame. Alors, Christophe aurait-il été au cœur d'un règlement de compte sur fond d'héritage? On va se rendre compte qu'une longue procédure a eu lieu en Corse, par laquelle certains héritiers de cette dame avaient essayé de faire annuler les largesses dont avait profité Christophe Dalmasso, qui était devenu le légataire universel de cette dame. Pourtant, après des mois d'investigation, les proches de la vieille dame seront définitivement lavés de tout soupçon. La piste corse est abandonnée. Les policiers sont donc dans l'impasse. Et en l'absence de piste, ils vont alors recentrer leurs recherches sur l'environnement familial de Christophe Dalmasso. En 1987, il se marie avec Elisabeth, qui est déjà mère d'une petite fille de 5 ans, que nous appellerons Nathalie. C'est un caractère entier. C'est quelqu'un qui aime passionnément la femme qu'il rencontre, Elisabeth, au point d'adopter la fille de cette femme. Ils étaient heureux, ils s'entendaient bien, ils riaient beaucoup, je me rappelle qu'ils riaient beaucoup. Après quelques années heureuses, leur relation se dégrade. Jusqu'au jour où Christophe surprend sa femme avec un amant. Le couple finit par divorcer, laissant Christophe dévasté. Il a eu un chagrin. Je ne pouvais pas dire Elisabeth, il éclatait en sanglots. Pourtant, c'était un homme qui était dur en affaires. Il n'était plus rien devant elle. Il n'était plus rien. Un jour, d'ailleurs, je lui ai dit à Elisabeth, arrête. Une relation qui va également s'envenimer avec Nathalie, sa fille adoptive, devenue grande. En 2001, alors qu'elle rentre des États-Unis après un long séjour, elle découvre, stupéfaite, que son père a retiré 37 000 € d'un compte qu'il avait mis à sa disposition au cas où il lui arriverait malheur. S'estimant lésée, elle ne va pas hésiter à le traîner devant les tribunaux. Elle est allée porter plainte pour abus de confiance le 1er juin 2001 au commissariat de Cannes. Christophe s'est défendu et elle a perdu son procès. Et elle a été condamnée à rembourser. À partir de 2001, les relations entre Christophe et Nathalie sont tellement mauvaises que Dalmasso entame une procédure pour retirer Nathalie de son testament. Dans une violente altercation en présence d'un témoin, Denis Bourdine, Christophe lui a dit « Je vais te déshériter ». Pour René, la maman de Christophe, son fils était inquiet de la tournure que prenaient ses relations avec sa fille adoptive. Au mois d'août, il a retrouvé ce papier sur le pare-brise
rira bien qui rira le dernier. Mais il me dit, maman, le papier n'était pas signé. Mais j'ai reconnu son écriture. Vous voyez? Mais il m'a simplement dit, tu sais maman, la froideur de il me fait peur. La piste familiale n'a pas encore livré tous ses secrets. Pourtant, chez les Dalmasso, l'argent semble être au cœur des conflits et des tensions. Alors, Nathalie aurait-elle vraiment été capable de s'en prendre à son père adoptif? Ou s'agit-il pour les enquêteurs d'une fausse piste de plus? L'homme d'affaires niçois entretenait des rapports conflictuels avec son ex-épouse et sa fille adoptive. Les enquêteurs vont alors s'intéresser de près aux deux femmes. Ils concentrent alors leurs recherches sur leur domicile, le château Beaulieu, une luxueuse résidence où Christophe Dalmasso est propriétaire d'appartements. C'est d'ailleurs dans cette résidence que va apparaître un troisième personnage dans l'affaire. Il s'appelle Edno Borba da Silva. Étonnamment, ce Brésilien sans papier et sans ressources occupe lui aussi un grand appartement au château Beaulieu. Et il semble très proche de Nathalie. Il est l'amant de... Et ils ont une relation aussi passionnée que fougueuse, que violente, que entrecoupée de périodes de rupture et des liens très particuliers. René Dalmasso, persuadé que Borba, Nathalie et Elisabeth savent quelque chose sur la disparition de son fils, va elle-même prendre les choses en main. Elle, avec son cœur de maman, si je peux m'exprimer ainsi, va, dans l'ensemble de ces éléments, être touchée par des petits détails. Et donc, Madame Renée Dalmasso va venir alimenter le dossier pénal. À force de persévérance, René va alors soutirer une information capitale à son ex-belle-fille. Elisabeth lui révèle être en possession de chèques appartenant à Christophe Dalmasso. Ce qui est très important, c'est que Elisabeth est en possession de ces chèques et que ces chèques lui ont été remis par Edno Borba da Silva. Donc, tout de suite, on va se rendre compte que Edno Borba da Silva a été en possession de ces chèques. Et s'il est en possession de ces chèques, c'est qu'il a vu Christophe. Hantée par sa quête de la vérité, Renée décide alors de se confronter elle-même aux Brésiliens. Le 21 septembre, dans la nuit, je rêve que mon fils est mort. Première fois. Je rêve que mon fils est mort, qu'il est enroulé dans une bâche, avec les pieds qui sortaient. Alors là, je dis, je vais aller au château Beaulieu. On avait une arme, donc je dis, je vais aller les menacer avec mon... J'ai pris le train parce que je ne me sentais pas de conduire. Et je suis arrivée au château Beaulieu vers 10h30, 11h. J'ai sonné chez Elisabeth. Elle ouvre la porte. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir Borba. Je veux que tu m'amènes voir Borba. Et puis, je lui dis, je veux savoir où il est mon fils. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Je veux savoir ce qu'il est devenu, mon fils. Là, il s'avance comme... s'avance. Je sors mon arme. Et là, je lui ai dit, si tu me fais un pas de plus, je t'éclate la tête. Alerté, la police se rend sur place. Suite aux protestations de René, il décide de perquisitionner la résidence. Une perquisition qui va s'avérer payante. On va retrouver principalement dans la chambre de Dalmasso des documents, une lettre qu'elle adresse à son père en 2001, avec des termes particulièrement acrimonieux à son égard, particulièrement menaçants, avec des termes très religieux, mais qui lui laissent bien penser que le diable est là et s'occupera de son sort. D'ailleurs, elle le dit puisqu'elle termine sa lettre ainsi, ne tente pas trop le diable, il est bien plus fort que toi. Mais c'est dans l'appartement qu'occupe Borba da Silva que la police met la main sur des objets vraiment compromettants. Des effets personnels de Christophe, notamment sa carte de fidélité d'un magasin, y sont retrouvés.
tout le monde s'accorde à dire qu'elle était nécessairement dans la banane de Christophe Dalmasso. Et c'est la première personne qui est suspectée dans cette affaire d'avoir de près ou de loin participé à l'enlèvement, la séquestration de Christophe Dalmasso. Borba da Silva est mise en examen, puis incarcérée. Quant à Nathalie, elle est placée en garde à vue puis rapidement relâchée, faute de preuves. Alors, le Brésilien a-t-il finalement agi seul? Aurait-il supprimé l'homme d'affaires pour profiter de sa fortune? Et Nathalie, qui semble détester son beau-père, est-elle vraiment innocente? Grâce au coup d'éclat de René Dalmasso, les enquêteurs pensent tenir un des suspects principaux de cette affaire de disparition. Ils vont alors s'intéresser à la personnalité de ce Brésilien de 28 ans, arrivé en France quelques mois plus tôt. Il s'est mis avec un groupe de danseurs de capoeira et il va dans les artères principales de la ville de Nice et il danse la capoeira. Et après, il passe de table en table récupérer un peu d'argent. Il vit de ça. À la recherche de petits boulots, on lui présente Christophe, qui lui propose d'habiter une chambre de bonne au château Beaulieu en échange de travaux d'entretien. Alors, il rencontre Christophe Dalmasso assez rapidement après son arrivée en France. Christophe Dalmasso lui est présenté par un Brésilien et assez rapidement, vers le mois de mai ou le mois de juin, il fait la connaissance de la fille adoptive de Christophe Dalmasso, Lucie Dalmasso, et ils vont devenir amants. Apparemment, Borba tombe très très vite, c'est un coup de foudre pour lui. Il tombe très vite amoureux, voire sous l'emprise de lui. Une drôle d'idylle se noue entre cette étudiante en psychologie de 20 ans et le Brésilien. C'est une fille étrange, on dirait une fille à facettes. On n'arrive pas vraiment à la saisir, on n'arrive jamais vraiment à saisir qui est lui. C'est quelqu'un dont on s'aperçoit très très vite que tout ce qui est de l'ordre de la manipulation d'autrui l'intéresse. Dans les premières heures de sa mise en examen, Borba nie toute implication dans le meurtre de Christophe. Confus, l'homme change continuellement de version. Par exemple, comment a-t-il été en possession des chèques qui étaient détenus dans la banane de Christophe? Alors il va dire, c'est Christophe Dalmasso qui me les a donnés en échange d'un terrain que je possédais au Brésil. Enfin voilà, bon, ça va être absolument n'importe quoi pendant 4 mois. Nathalie est également entendue. Ses réponses ne varient pas. Selon elle, son père était parti vivre au Brésil. Elle déclare même avoir reçu de la part de Borba régulièrement des textos allant dans ce sens. Elle est persuadée que son père est en vie. Enfin, c'est ce qu'elle déclare tout au moins. Et pour elle, il est parti au Brésil. Et elle attend de ses nouvelles. C'est ce qu'elle va, pendant toutes ses auditions, maintenir. Selon elle, son père est parfaitement en vie. Il a eu l'envie de s'expatrier à un moment donné. Et il est parti au Brésil et il va revenir bientôt. Au mois d'août 2004, pratiquement un an après la mystérieuse disparition de Christophe, une découverte près de Nice va définitivement prouver que l'homme d'affaires n'était pas au Brésil. À plusieurs reprises, la mère va rejeter donc des ossements humains dont on va immédiatement se rendre compte et les identifier comme étant des ossements provenant du corps de Christophe Dalmasso. C'est pour René Dalmasso le moment tant redouté. Plus d'hésitation possible. Son fils adoré est mort. Bien entendu, c'était l'horreur. Mais je préférais savoir qu'il n'était pas séquestré, qu'il n'était pas torturé. Je préférais finalement, je me suis sentie, c'est peut-être paradoxal ce que je dis, mais je me suis sentie soulagée de savoir qu'il était mort et qu'il n'était pas séquestré.
À présent, l'affaire dépasse de loin la simple enquête de séquestration pour vol. Borba da Silva est mis en examen pour homicide volontaire. Mais qu'est-il arrivé à Christophe Dalmasso? Dans quelles conditions a-t-il trouvé la mort? Borba aurait-il agi seul ou sur ordre d'un commanditaire? Depuis la découverte des restes du cadavre de Christophe Dalmasso, l'attitude de Borba a radicalement changé. En garde à vue, il explique que l'instigatrice du meurtre serait Nathalie. Edno Borba da Silva, dans ses déclarations, dira qu'il lui a d'abord demandé de tuer son père, qu'il a refusé, et que c'est dans ces conditions-là qu'elle a eu recours à des tueurs, et qu'ensuite, le crime ayant été fait, lui aurait dit voilà, c'est fait. Il raconte comment le piège aurait été mis en place par Nathalie. Le 2 septembre 2003, c'est elle qui aurait fait le guet pour prévenir ses complices de l'arrivée de son père à la résidence. Ce jour-là, Dalmasso se serait trouvé dans un cabinet de toilette au 4e étage sur le palier de son appartement et qu'elle aurait vu par la fenêtre qui a une vue plongeante sur le parking, qu'elle aurait vu donc son père arriver en voiture et qu'elle aurait dans ce cas-là pu donner des ordres à ses complices aux fins d'enlever et d'assassiner Christophe Dalmasso. C'est dans le parking que l'agression aurait eu lieu. Borba explique ensuite que les présumés complices auraient enterré le cadavre sur le terrain du grand-père de Nathalie. Puis plusieurs mois après, ils auraient déterré et jeté ses ossements à l'eau. On a retrouvé le crâne de Christophe avec une fissure sur la tête. Et Borba, il dit dans un procès verbal qu'il a été tué à coups de bâton et à coups de couteau. Donc Christophe a été tué, je pense, avec en arme blanche et à coups de bâton. Mais ils l'ont massacré. Une thèse que les enquêteurs prennent très au sérieux. D'autant plus que tout semble indiquer que Nathalie aurait eu intérêt à faire supprimer son père avant qu'il ne la déshérite. Christophe Dalmasso avait fait un testament en faveur de son frère. Il déshéritait Dalmasso, d'ailleurs testament dans lequel il demandait à son frère, au cas où il lui arrive, continuer l'action en désaveu de paternité vis-à-vis de Dalmasso qu'il avait intenté. Dalmasso dit au service de police: j'ignorais totalement l'existence de ce testament. Borba, lui, connaît l'existence de ce testament. Il ne peut connaître l'existence de ce testament que s'il le lui a dit. Nathalie serait donc le cerveau dans cette affaire, car pour les enquêteurs, Borba n'a pas les épaules pour échafauder un plan de cette envergure. Vous savez qu'en matière de disparition, quand il n'y a pas de corps retrouvé, il n'y a pas d'héritage pendant 10 ans. Et M. Borba da Silva, qui ne parle pas français, qui ne connaît rien à notre législation et qui a été placé en détention, vient vous expliquer que si le corps de Christophe Dalmasso aurait été déterré, c'est parce que lui aurait appris qu'elle ne pouvait pas hériter pendant 10 ans. Alors comment M. Borba da Silva pouvait-il connaître ce détail s'il ne l'a pas entendu dans la maison de Mme en présence de Dalmasso? Mais Nathalie ne cessera de contester cette version. Elle nie les faits. Bien au contraire, dans cette affaire, elle serait victime du Brésilien. Elle sera tout de même mise en examen et placée en détention suite aux accusations de Borba. Seul, le procès à venir pourra lever les zones d'ombre qui planent autour de ce dossier. Renée Dalmasso aura-t-elle enfin le nom de l'assassin de son fils? « 16 mars 2009, s'ouvre le procès pour l'assassinat de Christophe Dalmasso. À la surprise générale, Nathalie comparaît en qualité de témoin relaxé, faute de preuves. Borba da Silva est seul sur le banc des accusés. La question qui est au centre de tous les débats, quel est le mobile du Brésilien ?
On ne sait pas pourquoi ni comment sans mobile, M. Borba da Silva, qui connaissait Christophe Dalmasso depuis moins de 3 semaines, aurait voulu organiser son assassinat. Dans ces conditions-là, un Brésilien qui ne parle pas français, qui ne connaît pas la région, qui vient faire enlever Christophe Dalmasso au bas de l'appartement de sa fille. Alors que Nathalie n'est présente qu'en qualité de témoin, les experts qui se succèdent à la barre font des révélations bien embarrassantes pour la jeune femme. À commencer par les textos qu'elle aurait reçus de la main de Borba. Une expertise va être ordonnée dont la conclusion est la suivante. Les SMS, ces fameux SMS, c'est pas Borba qui les a écrits. D'abord parce qu'ils ont vraisemblablement été écrits par un francophone, avec des fautes dans la langue portugaise typiques, des fautes qui peuvent être commises par un francophone, et que de toute façon, ça n'est pas la façon de s'exprimer de Borba. Ce nouvel élément semble une fois de plus pointer du doigt Nathalie. Dalmasso s'est retrouvé confronté à ses propres élucubrations. Eh bien, mademoiselle Dalmasso ne pouvait plus faire la maligne telle qu'elle le faisait dans un cabinet d'instruction, parce que dans un prétoire de cour d'assises, c'est beaucoup plus difficile de soutenir l'insoutenable. Devant les lacunes que semble présenter le dossier d'instruction, fait inédit, la présidente de la cour d'assises décide d'ajourner le procès. Madame la présidente de la cour d'assises a estimé qu'il convenait de reprendre cette enquête, d'aller plus loin, d'interroger mieux les personnes, de leur poser les véritables questions. Et donc, elle a décidé d'ordonner un complément d'information. Et alors que l'instruction reprend pour découvrir qui est le responsable de la mort de Christophe Dalmasso, coup de théâtre. Borba da Silva, relâché, sous contrôle judiciaire, prend la fuite. J'ai l'impression de partager cette conviction avec les parties civiles. On est à milieu de la vérité. La vérité, on l'a parfois approchée, et ensuite ce dossier a connu de telles vicissitudes procédurales. On a eu l'impression qu'à chaque fois qu'on s'approchait de la vérité, finalement on s'arrêtait. En fuyant, de connaître toute la vérité sur la mort de l'homme d'affaires niçois. De plus, cette fuite sonne comme un aveu de culpabilité. Nathalie, qui clame son innocence depuis le début, va donc être une nouvelle fois blanchie. Faute d'éléments concrets, la justice a tranché. Dalmasso est innocente. 2 décisions définitives rendues par des juridictions l'ont blanchi de toute accusation. Et tant qu'il n'y aura pas un élément nouveau, une découverte, quelque chose de probant, mettant en cause directement ou indirectement Dalmasso, les carottes sont cuites, la messe est dite, et Dalmasso ne sera plus jamais inquiété dans le cadre de cette affaire. Le procès s'est finalement déroulé en mars 2013. Les assises des Alpes-Maritimes ont condamné sans surprise le principal suspect, Borba, toujours en fuite, à la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis le verdict, René Dalmasso, persuadé que toute la vérité n'a pas été faite dans cette affaire, continue à se battre. Ma souffrance, elle est toujours pareille. Mais je vis normalement, mais mon combat me permet d'aller de l'avant. C'est ce combat qui me donne cette force. C'est le combat de ma vie. La mort de mon fils, c'est le combat de ma vie depuis le début. Depuis le début. 10 ans ont passé depuis la mort de son fils. Et René est toujours déterminé à ne pas tourner la page.